3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi FM. Le monde en une radio. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mardi matin sur la radio. Taxi FM Lomé. Taxi Presse du jour, c'est avec Fioclou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Joël Lega du journal Fraternité, Acha Ibrahim du journal Temps Nouveau. Vous comprenez que nous reviendrons sur cette affaire qui continue d'agiter l'université de Lomé et qu'il convient désormais d'appeler Université Gate. Il y a eu une évolution, les mises en cause sont libres depuis hier soir, mais on n'en sait pas trop sur ce que les enquêteurs du SRI ont finalement comme élément à leur niveau. On va revenir sur le sujet. Nous parlerons également des affaires foncières. Le gouvernement a adopté l'avant-projet de loi la semaine dernière. L'avant-projet de loi adopté par le gouvernement, on évoquera le sujet. Et puis politique aussi, avec ce qui se passe au Kenya qui semble fasciner certains au Togo. Le confrère Liberté en parle ce matin. Vous savez qu'au Kenya, le président de la République et son opposant historique semblent faire la paix, la réconciliation. Ce qui est un peu difficile au Togo, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Faure Gnassingbé, entre-temps, avait initié quelque chose de genre avec Gilles Christ Olympio. Ça a été dénoncé, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut comparer les deux choses? Je demanderai l'avis de mes confrères en studio. Bienvenue. Taxi Presse. Nous commençons avec les journaux qui sont dans le kiosque ce matin très rapidement. Le quotidien Liberté évoque le recrutement du coordonnateur opérationnel délégué du PASA. La nouvelle forfaiture du ministre colonel Lagadazi, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur l'interpellation du professeur Majesté Iou Ateba et des étudiants de la faculté des sciences de la santé. Le Synfot annonce la fermeture des hôpitaux dès ce matin. La SCT semble solidaire sur le sujet. Paix et réconciliation entre un président et son opposition. Et si le cas kenyan inspirait Faure Gnassingbé, c'est l'interrogation du journal Liberté. Vous avez Togo Matin qui parle de l'accès aux soins de santé de qualité. Bientôt, un hôpital de référence construit au Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Et l'éditorial du journal par rapport à ce qui se passe à l'université de Lomé. Fin de la tempête à l'université de Lomé, c'est une interrogation. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, numérique, avec l'Internet, la 4G disponible dès le mois d'avril, nous renseigne le quotidien Togo Matin. Il y a l'hebdomadaire L'Indépendant Express, Dr Iou, Ivan Dossé et Léontine Tamakoué libérés. Le journal qui parle du Synfot qui durcit lui le ton. Le gouvernement cède à la pression. Les otages, ce que le confrère écrit, les otages du SRI libérés. Et puis dialogue, pièces et crash raté, C14, Accra, tel que nous l'avons vécu. Le confrère relate les faits. Et puis terrain au Togo, double vente, expulsion, démolition, contentieux, code foncier et adopté. Quelques extraits que nous propose le confrère L'Indépendant Express. Il y a aussi Libération, le bimensuel qui parle de Faure Gnassingbé qui est en plein pied dans son mandat social. Une centrale solaire pour sortir la population de Tokopeni de l'obscurité. Vous lirez l'article dans le journal. Une interview de Maître Raymond Kailosson qui dit que grâce à la politique de parité, les femmes commencent à émerger. L'article est à lire dans le journal. L'invité spécial de Libération, c'est l'honorable Jimon Auré, président du FPD. L'Union pour la Patrie, premier rapport d'évaluation indépendante du programme pays 2018-2017. Le PNUD jaugé sur son rôle
au Togo. Vous lirez les éléments là-dessus dans le journal L'Union pour la Patrie. Puis au lancement de l'Alliance solaire internationale à New Delhi, Faure Gnassingbé engage le Togo et la CEDEAO. C'est dans l'Union pour la Patrie. Il y a l'Alternative qui publie un dossier sur l'Université de Lomé. Ça va être un feuilleton, c'est l'acte 1 que nous propose le confrère. Dodi Kokoroko, une menace pour le temple du savoir. D'autres professeurs dans le viseur, renseigne notre confrère l'Alternative. On lira l'article à la page 3. Et puis grève sèche dans les hôpitaux publics. Les praticiens envoient un message ferme au gouvernement. Et puis par rapport donc à Sotral, plus de 120 employés licenciés pour avoir observé une grève. Mon Dieu, vous lirez en tout cas l'article dans le journal à la page, je pense, 4. Forum de la semaine, le quotidien, qui revient sur une interview du ministre des Affaires étrangères de la Chine, Monsieur Wang, qui dit « Nous invitons nos sœurs et frères africains à continuer à prendre le train express du développement de la Chine. » Et puis à faire des notes truquées à la faculté des sciences de la santé, le président de l'université de Lomé appelle la communauté universitaire au calme, à la retenue et à la sérénité. Et puis le sommet de l'Asie, Faure Gnassingbé a reçu le directeur régional de l'Exim Bank of India hier lundi. Le confrère en parle. Et le dernier journal avec nous, c'est le Médium. Le Médium qui parle d'une affaire foncière à Zanguera, Zopomae. Le foncier, une poudrière finalement, écrit le journal. Affaire de notes truquées à la faculté des sciences de l'université de Lomé. La présidence de l'université appelle au calme, à la retenue et à la sincérité dans le respect de la présomption d'innocence et la recherche de la vérité. Vous lirez l'article dans le journal Le Médium qui est dans les kiosques ce matin. Alors, outre le Médium, vous avez le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Vous avez le billet hebdomadaire L'Alternative, le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Et je pense que voilà les journaux que nous avons dans les kiosques ce matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères Acha Ibrahim. Bonjour Acha. Cher ami, en tout cas le conducteur de notre taxi. Oui, la température est maximale. Vous oui, non, je confirme, oui. Et nous sommes confortablement assis. Parfait. Et bonjour tout le monde. Ouais. Votre ceinture est attachée? Oui, c'est attaché. Bonjour Fiakoulou Adangoulenou. Bonjour Saint-Éric Gaton. Bonjour aux passagers de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Joël les gars. Bonjour mon frère, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors avant peut-être de vous retrouver, nous avons un invité avec nous en studio, c'est monsieur Bani Marus, qui est le président du conseil d'administration de l'association des professionnels diplômés de l'École nationale supérieure d'ingénieurs, APD ainsi, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour chers amis. Heureux d'embarquer dans ce taxi. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci. Alors, c'est vrai, je le disais, vous êtes le président du conseil d'administration de l'association APD ainsi. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord votre regroupement d'ingénieurs et de techniciens supérieurs formés à l'INSI à l'Université de Lomé. Quels sont vos objectifs en réalité quand vous mettez en place cette association? C'est une confrérie? Ce n'est pas une confrérie. Et pour le dire immédiatement ainsi, c'est une association comme une autre. Et le souci premier, c'était de mettre en place un cadre dans lequel les ingénieurs et techniciens supérieurs diplômés de l'INSI pouvaient s'épanouir. S'épanouir, c'est pour quoi faire? C'est pour pouvoir contribuer au développement de la technologie de manière beaucoup plus organisée, plus efficace au Togo et éventuellement à l'étranger si on est sollicité, parce qu'on l'est déjà. Et la deuxième chose, c'était de défendre les titres d'ingénieurs et techniciens supérieurs des abus qu'on connaît et qui sont source aujourd'hui de nombreux problèmes. Et le troisième axe de notre action, de notre but, c'est de faire la promotion de ces métiers, les métiers d'ingénieurs et techniciens supérieurs auprès des jeunes, pour que pas seulement qu'il y ait de la relève, mais qu'on puisse continuer à demeurer, on va dire, dans la qualité de ce type de métier, oui, mais aussi s'adapter aux évolutions. Parce que je crois que nous, on a été formés aujourd'hui avec l'ère du numérique, on a tout ce qu'il y a comme évolution technologique. C'est vrai que nous, on va dire, nos capacités intellectuelles sont un peu en retard par rapport aux jeunes qui sortent aujourd'hui, qui sont au lycée, ainsi de suite. Donc, le but, c'est de leur permettre à eux de pouvoir continuer sur la lancée. Et une forme de recruter aussi les jeunes.
Oui, recruter a dit maintenir le développement de la technologie parce que la technologie, elle évolue. Nous, quand on sortait de l'école, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Le téléphone, on va dire le téléphone mobile, c'était à ses débuts. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, on va dire que nous, on est un peu limité, il faut dire la vérité. On est un peu limité parce qu'on voit les jeunes qui sont aujourd'hui plus réactifs. Les enfants, vous prenez un enfant aujourd'hui de 1 an, déjà vous lui donnez une tablette, vous ne comprenez pas comment lui fait pour au tactile ils sont très intelligents. Voilà, c'est l'évolution de la technologie, donc il faut qu'on maintienne la relève. D'accord. Alors, les ingénieurs, qui sont-ils en réalité? Que font-ils? Que faites-vous, puisque vous êtes un ingénieur? Ok, on va dire un ingénieur, c'est d'abord une personne qui est compétente et qui est professionnelle. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du blablabla. Maintenant... Donc nous aussi, on est des ingénieurs de la presse? Et on va en arriver, je vais en arriver. Donc c'est quelqu'un qui est compétent, qui est professionnel et qui a pour vocation d'apporter des solutions à toutes les problématiques qui sont scientifiques et techniques. Ah, d'accord, on est exclu. Vous n'êtes pas exclu, vous allez apporter votre partition. Il est capable de le faire parce que derrière, il a des acquis qui sont des acquis scientifiques, qui sont des acquis techniques, qui sont des acquis économiques, qui sont des acquis sociaux et qui sont des acquis humains. Donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de mettre tous ces acquis-là en œuvre pour résoudre un problème, que ce soit un problème technique ou scientifique. Il ne va pas résoudre des problèmes politiques ou voilà, mais c'est de permettre au monde de pouvoir évoluer. Voilà, le développement, permettre au monde de pouvoir évoluer. C'est lui qui va chercher des solutions. La base du métier, c'est ce que tout le monde connaît, le génie militaire. C'était chez les militaires, au départ, l'historique de l'ingénierie. Parce que quand ils vont en combat, ils vont dans une bataille, ils arrivent à des endroits où c'est la nature. Il faut qu'on puisse déblayer un chemin pour les gens dans cette nature-là. Donc, on doit mettre en œuvre des solutions, on doit mettre en œuvre de l'ingéniosité. Oui. On va faire des recherches, on va aller vers le développement, on va innover. Parce que là où il n'y a rien, c'est l'ingénieur va intervenir là-bas pour pouvoir donc trouver un chemin. Mais pas seulement innover, mais aussi optimiser ce qui existe déjà. Parce qu'on a la possibilité toujours d'aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on voit comment est-ce que les choses évoluent. Hier, on ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, on puisse faire du transfert d'argent avec les mobiles. Oui, c'est extraordinaire tout ça. Voilà, c'est extraordinaire. Parce que les gens se sont dit, mais si on permet aux gens de pouvoir acheter du crédit et mettre dans leur téléphone et de communiquer, cela veut dire qu'en fait, on a un compte. Donc, dans ce compte, est-ce qu'on ne peut pas mettre de l'argent? Donc, d'autres réfléchissent, disent, mais on peut mettre de l'argent dedans. Donc, aujourd'hui, on met de l'argent. Vous pouvez transférer. Virtuel. Voilà, on est dans le virtuel. Dans le virtuel, voilà. Alors, ça veut dire que ça nécessite une formation particulière quand on veut devenir ingénieur. Oui, ça nécessite une formation particulière. D'abord, la base, il faut avoir un baccalauréat. Un baccalauréat scientifique. Je vais dire un bac C ou un bac D ou un bac E pour ceux qui viennent du lycée technique. Il y a les bacs F qui viennent, mais ce n'est pas toujours évident. Avec un bac scientifique, vous rentrez à l'université, vous avez 2 années qu'on appelle dans le cycle classique la prépa. Vous avez une forte dose de mathématiques, de physique, de chimie et de biologie, puisqu'il y a les agronomes, ainsi de suite. Et donc, après ces 2 années-là, vous avez le bagage pour pouvoir aller maintenant dans une spécialité. Parce que vous vouliez faire du génie civil, comme on le fait à l'INSI, ou du génie électrique, ou du génie mécanique, vous avez besoin d'une forte dose de mathématiques. Vous avez besoin de pouvoir concevoir, de voir dans l'espace ce que les autres ne peuvent pas voir. Voilà, donc, et de pouvoir faire un certain nombre d'adjonctions pour arriver donc à sortir des solutions qui soient opérationnelles et fonctionnelles. Peut-être que je vais vous titiller un petit peu. Est-ce que les ingénieurs togolais qui sont sur place contribuent réellement au développement de cette nation? Ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce aux ingénieurs togolais. Et je ne dis pas seulement que les ingénieurs togolais, mais je dis les ingénieurs formés à l'INSI, ce qu'on ne comprend pas. Quand vous prenez Togo Télécom, aujourd'hui, ça fait un groupe. L'ossature de cette entreprise, vous prenez également Move. L'ossature, c'est à 80% des ingénieurs et techniciens supérieurs formés à l'INSI. Vous prenez des banques, vous prenez la CET, vous prenez... C'est-à-dire partout, on a les écoles que nous avons aujourd'hui. Quand vous prenez certains lycées, dans certaines écoles de BTS, les meilleurs professeurs, ce sont des ingénieurs formés de l'INSI. Donc, on a déjà fait énormément. Maintenant, on veut encore mieux faire parce qu'il faut qu'on avance. On veut mieux faire, mais de manière plus organisée, de manière plus efficace. Nous-mêmes, nous avons besoin... Que font-ils réellement? Parce que des fois, on a le sentiment que ce sont des répétiteurs. C'est-à-dire que ce que vous avez appris,
c'est la seule chose que vous restituez, quoi. Et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas d'innovation des fois. Il y a les innovations. Au départ de Move Togocel, qu'est-ce qu'il y avait quand on parle de la télécommunication? Tout à l'heure, quand vous parlez de money banking, par exemple, ça, c'est les Blancs qui ont sorti ça. On a transposé ça ici. Oui. Alors, nos techniciens, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, quand vous prenez le Togo, nous avons des problématiques qui sont techniques. Bien sûr. Et les solutions ne sont pas toujours importées. Je vous donne un exemple. Vous avez une société ici qui produit, qui a des déchets qui sont de la drèche. Et donc, cette drèche-là, il y a une autre société qui utilise ça et pour faire d'autres produits, mais qui a besoin de sécher cette drèche-là. Et donc, l'autre rejette, mais en temps, celui qui en a besoin, il n'arrive pas à utiliser parce qu'il n'y a pas de séchoir. Donc, on prend un jeune ingénieur sorti de l'INSI, il fait un séchoir. Et il ne fait pas n'importe quel séchoir. Il fait un séchoir qui a la possibilité d'utiliser de l'électricité du solaire. Parce que les séchoirs qui sont importés, c'est que de l'électricité. Et l'électricité, quand l'autre met en œuvre, ça le bouffe énormément d'argent. Donc voilà, comme le solaire est ici, pratiquement à 0 francs. Et donc, le jeune, il a fait ça. Ça, c'est un ingénieur de l'INSI qui l'a sorti. Donc, ce n'est pas un Chinois. Ça veut dire qu'il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution chaque jour. C'est qu'on n'en fait pas, on ne fait pas de la publicité autour. Donc, les gens ont l'impression que rien ne se passe. Aujourd'hui, on fait les routes et on voit que quand on fait nos routes, il y a les caniveaux en même temps. Mais derrière, vous ne savez pas quelle bataille il y a eu pour qu'on en arrive là aujourd'hui. C'est une grosse bataille. Il y a eu une grosse bataille, mais les gens ont compris. Hier, on ne pouvait pas, il fallait quelqu'un de technique qui puisse expliquer le bien fondé. Parce que le politique, pour qu'il prenne sa décision, il faut qu'il comprenne encore qu'est-ce qu'on est en train de gagner. Donc, il faut quelqu'un qui a la capacité de lui expliquer sans être partisan ou autre chose. Donc, quand on en arrive là, on prend des décisions, mais tout le monde est satisfait technologiquement, on avance. Bon, ceux qui vont récolter les lauriers, ils peuvent récolter après, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des normes qui régissent finalement votre secteur? C'est un peu le souci actuellement. Et nous voyons les problématiques qui sont sur la place. Ici, ce n'est pas encore réglementé. Ailleurs, ça l'est et ça permet aux gens d'évoluer mieux. Aujourd'hui, n'importe qui met sur sa carte de visite ingénieur ou technicien supérieur. On en voit beaucoup. Hein. Et il y a le problème. Je le disais, il y a quelqu'un qui a mis peut-être 50 ou 60 millions pour construire une villa. Le gars qui est venu lui a dit qu'il est ingénieur civil. En faisant la dalle, il a mal calculé les pentes. Donc le monsieur vit le reste avec ces 60 millions qui sont déjà investis dans une maison où il a constamment des problèmes, il est stressé. Parce qu'il n'a pas compris que l'autre qui était venu, voilà, ce n'est pas un ingénieur, c'est quelqu'un sur le tas. Nous voulons donc que ça soit réglementé. Mais pour y arriver, il y a des préalables et c'est sûr, c'est le travail que nous sommes en train de faire pour qu'on en arrive et dans la paix, que les gens comprennent que pour certains, ce n'est pas pour leur arracher leur boulot, mais pour que c'est que les choses doivent être bien faites. Sinon... Voilà, à César ce qui est à César, effectivement. Parce que n'importe qui ne se lève pas pour... Quand dans le domaine où on est, quand vous prenez un technicien supérieur, c'est comme un infirmier pour... un technicien supérieur pour l'ingénieur, c'est comme un infirmier pour le médecin. Il a fait des études, il y a des choses qu'il comprend. Mais il y a des niveaux où ils ne peuvent pas faire un ensemble d'associations. Donc on le comprend. Quand on arrive au niveau de l'ingénieur, ce n'est pas que c'est un super homme, mais il a un bagage qui lui permet donc de pouvoir appréhender certains niveaux de problèmes que les autres ne peuvent pas. Alors les faux qui sont parmi vous, vous arrivez à les détecter, à mieux les former ou à les rejeter carrément? On a commencé le travail. Et on est au Togo. Il y a un certain nombre de choses. Ça suppose quoi? Il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre et savoir aller en expliquant, en faisant de la pédagogie. Donc nous avons commencé à faire cette pédagogie-là. Parce que c'est le client, l'utilisateur final. Je prends un monsieur qui vient me faire un branchement chez moi, il fait des câblages électriques, ainsi de suite. Dès qu'on envoie le courant, les choses explosent. Ou peut-être, si Dieu me protège encore, on utilise un moment et puis après un jour, on a des problèmes. Le monsieur a dit qu'il est ingénieur alors qu'il ne l'est pas. Il a fait un mauvais travail, qui souffre. C'est le gars qui a dépensé de l'argent. Aujourd'hui, la pédagogie que nous faisons, c'est d'aller expliquer aux gens qu'il vaut mieux peut-être dépenser, on va dire, dans la conception de son bâtiment, dans le travail qui va être fait, 250 000 francs seulement de plus, hein, pour ne pas avoir de problème tout le reste du temps après dépenser des millions. En prenant un ingénieur qui va de qualité, qui va venir suivre le travail, voir comment est-ce que les choses sont faites, guider les gens, indiquer comment est-ce que ça doit être fait dans les normes, et puis on est quitte. Pour finir, votre association des professionnels diplômés de l'INSI, vous organisez votre rentrée sociale samedi prochain. Ce samedi, oui, effectivement. Comment ça va se passer?
La rentrée sociale, pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on parle d'objectifs de développement durable, on répète partout. Ce n'est pas possible d'atteindre ces objectifs si on ne développe pas la technologie. Et on ne peut pas développer la technologie si on ne met pas l'ingénieur et les techniciens supérieurs au centre d'une synergie. Cette synergie va se faire avec 3 entités. Il y a d'abord ce qu'on appelle une institution de formation technique et professionnelle, l'INSI, qui est là, qui existe déjà à l'université de Lomé. Mais il y a aussi une autre entité, c'est le pouvoir public, celui qui prend les décisions, celui qui prend les réglementations et les normes. Donc il faut qu'il soit dans cette synergie-là. Et la 3e entité, c'est ce qu'on appelle le regroupement des chefs d'entreprise, le conseil du patronat ici. Oui. Ils sont utilisateurs, mais c'est aussi le nerf de la guerre en même temps. Donc il faut qu'ils soient dans cette synergie-là pour qu'on puisse donc impulser, on va dire, réellement le développement de la technologie. Donc notre rentrée sociale, c'est de mettre toutes ces personnes-là dans une même salle, leur expliquer que nous sommes là, nous voulons donc jouer et ce rôle-là de moteur pour qu'on puisse réellement au Togo avoir un développement qui soit vraiment durable, que ça ne soit pas que des discours. Alors, comment contacter votre association? Nous avons un site web, le www.apd-nsi, donc ensi-ul.org. D'accord. Et pas de numéro de téléphone? Sur le site web, il y a tous les contacts. Il y a tous les contacts. Voilà. Très bien. Vous faites court. Merci beaucoup d'être venu nous voir, M. Maurice. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot, je vais dire ce que j'ai déjà dit, je répète. Il y a 10 ans, la France formait 30 000 ingénieurs. Et au même moment, les États-Unis formaient 70 000 ingénieurs. Les Indes ont formé 350 000 et la Chine 600 000. Et il est aisé, avec ces statistiques, de comprendre pourquoi est-ce que la Chine, au niveau technologique, envahit le monde. Si le Togo veut aller beaucoup plus loin, il faut que notre synergie puisse fonctionner pour qu'ensemble nous arrivions à réaliser vous savez qu'il y a un projet dans les tuyaux, l'énergie solaire. Oui, le développement de l'énergie également. Ça fait partie des objectifs de développement durable. S'il n'y a pas de développement de technologie, s'il n'y a pas les bons ingénieurs, ça va être compliqué. Maurice Bagny, vous êtes le président du conseil d'administration de l'association des professionnels diplômés de l'École nationale supérieure d'ingénierie ou d'ingénieurs. Merci d'être venu nous voir ce matin. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée. Merci pareillement et puis bonne suite pour le taxi. Merci. D'accord. Taxi Presse. Retour en studio avec les confrères Fioklou à Danglenou. Joël les gars, Acha Ibrahim, on vient d'être rejoint donc par Ambroise Pondio. Bonjour Ambroise. Oui Eric, bonjour les confrères, bonjour tous ceux qui nous suivent, toutes et
toutes celles et tous ceux qui nous suivent actuellement. Vous savez qu'il y a un problème à l'université de Lomé depuis une semaine qu'on en parle. Beaucoup de confrères en ont parlé. Chacun est allé de son commentaire. Hier soir, nous avons appris finalement la libération, si on peut le dire ainsi, puisqu'ils étaient en garde à vue, qui a duré plus que prévu, parce que le délai d'une garde à vue au Togo, c'est 72 heures maximum. Ils ont fait plus que ça. Alors, le professeur Majesté Iou Wateba a été libéré, sauf qu'il est à l'hôpital pour suivre des soins. Il a fait un malaise le vendredi en fin d'après-midi. Et puis, les deux étudiants, Ivan Foli Dossé et puis mademoiselle Tamekoulé, qui aussi a été libérée. Comment est-ce que vous avez lancé le débat, comment est-ce que vous comprenez cette affaire? Est-ce qu'elle a l'air politique? Bon, il faut dire que c'est une affaire purement académique. Et ça a vite pris des tournures vraiment assez lugubres. Je dis lugubres parce que c'est des ramifications insondables. Et du coup, les acteurs qui sont impliqués, on a vite fait aussi de voir leur activisme sur le plan politique. Et tout de suite, c'est tout un amalgame qu'on nous a servi. Et sincèrement, ce n'est pas un feuilleton qui donne encore plus de visibilité au Togo. C'est un feuilleton très malheureux, en ce sens que ce n'est pas quand même la manière dont une affaire académique devait être traitée. Parce que une affaire académique, c'est-à-dire quand on parle de trucage des notes, de tricherie et autres, tout ceci relève de la fraude. Et la fraude, vous savez que ce n'est pas une très bonne chose. Et on doit toujours combattre la fraude. Mais comment combattre la fraude dans un système éducatif? Je pense qu'il y a des mécanismes au niveau de l'université qui s'occupent de ce genre de situation. Et en dehors de l'université, c'est vrai que à notre temps, on parlait du rectorat. La présidence de l'université devait suffisamment communiquer sur la chose, mais j'ai été vraiment surpris que tout au long de ce feuilleton, on n'a pas senti la présidence de l'université communiquer, dire au moins certaines choses pour éclairer la lanterne de nous qui ne sommes pas au niveau de l'université. Et c'est hier seulement qu'il y a eu un communiqué pondu par la présidence de l'université et qui arrive un petit peu tard. Qui arrive un petit peu tard, mais qui semble dire que c'est à la suite de ce communiqué qu'il y a eu libération en même temps des prévenus. C'est comme si le SRI, excusez-moi, est piloté par la présidente de l'université. Et ça, j'ai déploré cela. Parce que c'est le sentiment que vous avez eu? C'est le sentiment que j'ai eu. Parce que la présidence a été rendue publique en fin d'après-midi. Et puis oui, on libère les gens. Et dans le communiqué, le président a bien dit que d'ici peu, il y aura vraiment un dénouement de la situation. C'est comme si c'est lui qui donnait des ordres au SRI. Parce que quand c'est parti au SRI, c'était pour une investigation. Vous savez que le SRI est formé pour ça. Et il y a des gens aguerris à la tâche, des gens qui sont là pour pouvoir détecter ce que nous autres, nous ne pouvons pas vite détecter. C'est leur métier. Ils ont cette expertise. Le fait de les appeler pour une affaire académique, d'abord, moi, ça me pose un problème. Et si ils ont été sollicités, parce que c'est des gens qui sont vraiment aguerris, ils ont une certaine expertise en matière d'investigation et autres, c'est bien, mais la méthode a été un peu plus corsée, parce qu'un étudiant fragile de 18 ans, à qui on soumet un interrogatoire et qu'on garde à vue, tout ça parce là, c'est des chocs. Il a eu de meilleures notes. Parce qu'il a eu de meilleures notes et parce qu'on estime qu'il était peut-être impliqué dans ce trucage des notes. Je pense que c'était un peu plus corsé. Et surtout pour les âmes fragiles, c'est des séquelles qu'il va traîner tout au long de sa vie. Il sera émotionnellement atteint. Et ça peut aussi créer des problèmes au niveau même de son psychisme, parce que les psychologues nous diront beaucoup de choses, ce que c'est qu'un choc émotionnel. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je voulais quand même peut-être pour nos auditeurs le communiqué que la présidence de l'université a rendu public hier en fin d'après-midi, avant que la libération de ces 3 personnes intervienne un peu plus tard dans la soirée. Alors, le président de l'université, le professeur Dodi Komlan Kokoroko, écrit
que l'Université de Lomé a connu la semaine dernière des mouvements menés par les enseignants-chercheurs et les étudiants de la faculté des sciences de la santé suite à la convocation suivie de garde à vue à la gendarmerie nationale du vice-doyen et de 2 étudiants de la dite faculté. La présidence de l'Université de Lomé tient à rappeler à la communauté universitaire dans son ensemble ce qui suit. La faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé a fait l'objet de dénonciations répétées de fraude au titre des évaluations de l'année universitaire 2016-2017. Saisie à cet effet par un groupe d'étudiants se réclamant de la faculté des sciences de la santé, la présidence de l'Université de Lomé a organisé des rencontres avec les autorités décanales de la faculté afin d'apporter des solutions idoines et pérennes. La faculté des sciences a en retour émis le vœu que la lumière soit faite sur cette affaire par l'audit du système de gestion des résultats des semestres 1-2. Dans cette dynamique, en accord avec le décanat de la faculté des sciences, l'expertise de la gendarmerie nationale, par ailleurs, saisie de la même affaire par des plaignantes ayant le même objet, a été sollicitée le 29 septembre 2017. Cette situation ayant conduit à une enquête de la gendarmerie a donné lieu à la convocation et à la garde à vue du professeur agrégé Iou Ateba Majesté et de 2 étudiants, mademoiselle Tambekoué Amoudi Léontine et monsieur Dossé-Foli Yann Cédric. Dans l'attente des résultats de l'enquête, la présidence de l'université espère vivement que la faculté des sciences de la santé sera lavée de tout soupçon et exempte de toute charge éventuelle. La présidente de l'Université de Lomé appelle dès lors la communauté universitaire au calme, à la retenue et à la sérénité dans le respect de la présomption d'innocence et à la recherche de la vérité. Elle rassure que diligence sera faite ou diligence est faite pour un dénouement rapide de la situation. Alors, comment est-ce que vous comprenez tout ce feuilleton? On va le dire ainsi. Joël, les gars. Oui, mais il faut avoir l'habitude d'un raisonnement abracadabrantesque pour comprendre ce feuilleton. Oui. Parce que pour une affaire qui est... oui, je le dis parce que c'est carrément alchimique, tout ce qui s'est passé. Parce que pour une affaire qui a été ouverte depuis septembre 2017, où les agents du SRI sont allés, on a parlé de pioches au hasard, de certaines copies. Au terme de leurs investigations, ils ont même félicité le décanat. Ils ont félicité, enfin du moins tous ceux qui ont intervenu dans l'examen pour la qualité du travail qui a été fait. Et ça m'étonne que en février, en mars, on rebondit sur la même histoire et qu'on soit obligé de mettre des gens en garde à vue. Mais quels sont les éléments qui ont alimenté? Maintenant, on parle d'une plainte. Qui a porté plainte? Aujourd'hui, on ne semble pas voir véritablement ceux qui ont porté plainte. Justement, à part la présidente de l'université, qui aurait reçu l'accord du décanat de la faculté des sciences, ce que le décanat refuse depuis ce matin. Effectivement. Et qui donc, la présidence qui a saisi la gendarmerie. J'en arrive là. Ça veut dire qu'avant même de revenir au refus du décanat, mais la présidence a saisi la SRI. Mais la SRI ne peut même pas... Le SRI ne peut pas aller faire des investigations sans l'autorisation du procureur. Ce qui n'a jamais existé dans le dossier. Le procureur, quand je donne foi à ce que Raphaël Mandé Adjara a dit, le procureur dit qu'il n'est pas saisi, qu'il n'est pas informé de ce qu'il fait. Seul le procureur peut instruire. Voilà. Le SRI pour toute investigation. Maintenant, le comble, c'est là où je dis, professeur Kokoroko, hier, moi, quand j'avais pas certains éléments, je me suis réservé de le critiquer. Mais aujourd'hui, je dis formellement qu'il a profondément déçu. Il a profondément déçu en ce sens que, pas plus qu'hier après-midi, moi, j'apprenais que son deuxième vice-président, Madame Pegba, est allé même soutenir ses confrères quand il faisait le sitting. Et quand il faisait le sitting au SRI. Hein? Quand il faisait, Madame Pegba a confié clairement qu'elle n'a jamais été informée de ce niveau du dossier à la présidente de l'université. Comment ça se travaille finalement là-bas? Alors, c'est le président qui conduit le débat. Maintenant, c'est-à-dire que quand on revient sur le communiqué même que la présidence a publié, ils finissent, quand vous voyez l'avant-dernier paragraphe, ils disent qu'ils espèrent que les enquêtes vont conclure à lever tout soupçon sur le décanat, sur le décanat, etc.
Pendant que vous avez dit tout à l'heure que le décanat n'a même pas reconnu être associé à cette initiative. Oui, si nous faisons foi à ce que Maître Raphaël Kwandediaré nous a dit ce matin. Oui, maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on souhaite que le décanat soit lavé de tout soupçon pendant que ce n'est pas le doyen qu'on a arrêté? Et c'est le vice-doyen qu'on a arrêté. Mais si c'est le décanat qui est responsable, dans toutes les institutions, c'est le premier responsable qui répond. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté alors? Pourquoi on n'a pas mis en garde à vue le doyen et c'est le vice-doyen qu'on a mis en garde à vue? Il y a un élément qui a aussi sauté aux yeux, excusez-moi Joël. Voilà. Si le décanat a donné son avis au service de renseignement et d'investigation d'intervenir dans cette affaire, pourquoi est-ce que le même décanat manifeste? Justement. Arrêter tous les examens au niveau de la faculté. Justement. Il y a une contradiction. C'est pourquoi je dis il faut avoir la capacité de raisonnement apprentesque pour pouvoir pour essayer de comprendre. Et moi je dis au finish, quand vous avez tantôt posé la question de savoir si cette affaire n'a pas une orientation politique, mais moi je dis le pouvoir s'est carrément décrédibilisé et le pouvoir n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Non, est-ce que ça le pouvoir on n'a pas besoin. Attends, le SRI, c'est qui? Non, quand même, mon frère. Le SRI a été sollicité, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, le SRI était sollicité. Mais le SRI ne sait pas se saisir. C'est la différence dans la chose. Politiquement, ceux qui sont à la tête on n'a pas besoin de cette scène-là. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et moi, je reprends ce que la qualification que RFI qualifie le Synfort de puissant syndicat. Qui effectivement, quand le Synfort a commencé par c'est parce que le Synfort a lancé une grève sèche. On va revenir sur c'est parce que le Synfort a lancé une grève sèche qu'on a libéré. Bon, ça c'est votre analyse de la chose, mais on va revenir tout à l'heure sur le cas du Synfort tout à l'heure. Fioclo Adangle, comment est-ce que vous lisez depuis quelques jours, quand vous lisez ce qui se passe là, quel sentiment avez-vous? Oui, je peux dire que les raisonnements des uns et des autres, même sur les réseaux sociaux, eu égard au communiqué que le président de l'université a pondu hier. Finalement, il aurait dû se taire. Finalement, il a annoncé l'imminente libération de ceux-là qui étaient gardés. Oui. Et ça a été fait. Bon, ce qui veut dire qu'il y a une suspicion, quelque chose. Ou bien il est juste dans le secret des dieux. Quand la deuxième vice-présidente... Quand il manipule les dieux. Non, je ne peux pas dire qu'il ne manipule pas parce que... En tant que... Non, parce que quand on parle d'une enquête, oui. C'est une procédure. Et seuls les techniciens, ceux qui sont habilités à conduire l'enquête, savent quand ils commencent, quand ils peuvent finir. Mais un président de l'université qui dit déjà que diligence sera faite, c'est comme si lui-même il participe à l'enquête et qu'il peut boucler ça rapidement. Oui, c'est pourquoi je disais que aussitôt après ce communiqué, les libérations ont eu lieu, ce qui donne une mauvaise impression. Peut-être que les gens l'accusent, que c'est lui qui est derrière tout ça. Mais moi, à mon point de vue, le SRI a été sollicité pour un problème clé, problème de fraude au niveau des notes. Comment est-ce que les notes, on donne les notes à l'université? Je sais que quand on fait un examen, oui, on fait l'anonymat. Et ce sont les numéros qui parlent. Et les professeurs ont des copies avec des numéros. Moi, j'ai approché deux différents professeurs qui m'ont dit, voilà, il est en train de corriger les copies, les voilà, j'ai seulement des numéros, que l'entête est au niveau du secrétariat, que lui, il ne sait pas qui c'est. Mais le problème de notes peut arriver au niveau de l'oral ou bien au niveau des devoirs. Que c'est possible que ça se passe à ces deux niveaux. Mais pour l'examen, c'est impossible. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ça a été... Le problème est arrivé pour la rentrée académique 2016-2017. L'année dernière. L'année dernière. Et le SRI était intervenu et je sais qu'un rapport a été pondu. Si je reviens à ce que vient de dire mon jeune frère, que le SRI a félicité le décanat là-bas. Si quelques mois après, ce même dossier sort, qu'il y a garde à vue et autres, moi personnellement, je n'ai pas compris pourquoi le premier responsable, tel que le doyen de cette faculté, ce n'est pas lui qui est gardé, mais c'est son adjoint. C'est là mon inquiétude. Au niveau des tours de passe-passe, je peux dire personnellement que ce n'est pas tellement clair, cette histoire-là. C'est confus. C'est confus. Et
le rapport, est-ce que le SRI a pondu un rapport ici et maintenant pour dire que compte tenu des investigations, ils ont trouvé tel, ils n'ont pas trouvé tel, et pourquoi le procureur n'est pas mis au courant. Parce que là aussi, il y a une autre interrogation. Comment saisit-on le SRI finalement dans notre pays? Comment est-ce qu'ils procèdent de travail? Sans l'aval du procureur, ils peuvent travailler, ils peuvent aller interpeller des citoyens sans que personne leur dise ce qu'il faut faire. Ambroise Pondio, quel est votre avis dans ce dossier? Moi, mon avis est tranché, hein, parce que d'abord, ce service doit être réformé. C'est un service qui a monté cet art et qui l'étale aux yeux de tout le monde. Donc ce service-là, quoi qu'on ait des commandants, il faut réformer ce service-là et mettre des gens compétents. Parce qu'on parle de compétences. C'est un service qui ne doit pas être manipulé par les politiques à tout moment. C'est-à-dire, c'est un service que les citoyens mais c'est des auxiliaires de justice. Hein. C'est des auxiliaires de justice. De surcroît, on est auxiliaire de justice, on est censé connaître le droit et le maniement du droit. Ce que eux, ils ne font pas. On ne peut jamais agir, le SR ne peut jamais agir en dehors du procureur. C'est inadmissible. Ça, c'est un délit de droit. Ça, c'est un. De deux, concernant le professeur Kokoroko, c'est une menace réelle pour l'université de Lomé. Oh, un petit peu comme l'alternative l'a écrit ce matin. En quoi est-ce qu'il est devenu subitement une menace pour l'université? Oui. Kokoroko, j'ai été le tout premier journaliste dans ce pays à dire par rapport à la rétroactivité des lois. C'est le premier universitaire qui a parlé, a réagi. Oui. Et j'ai réagi. Il a signé une tribune dans Forum de la semaine. Oui. Et j'ai dit, au moins il y a un universitaire, tous se muent en silence. Dans un mutisme, au moins il y a quelqu'un qui a levé son petit doigt, même si c'est pour aller gagner des postes. Je l'ai dit. Et il a au moins parlé. Il avait parlé, mais je l'ai ajouté que peut-être que quand ça sonne comme ça veut dire qu'il y a des postes quelque part. Et je l'ai dit. Et Kokoroko m'a donné raison. Et je vais continuer par envoyer mes analyses au niveau de Kokoroko sur ses agissements sur le campus. Kokoroko essaie de politiser l'université. L'université est un temple de savoir. L'université est un temple où il ne faut pas mêler des accointances, des affinités personnelles avec un chef d'État ou non. Le dossier est tel que... Non, attendez, on va revenir au dossier. Oui, j'en viens au dossier. Tel qu'il est conduit, il n'y a rien à voir avec Kokoroko. Le communiqué trahit la pensée de Kokoroko. Le communiqué pondu par le monsieur, quand j'ai lu la chose hier nuit, j'ai dit, mais... Et j'ai dit à un collègue que vous allez entendre ce monsieur, ces gens-là on va les libérer. Parce que certainement le dossier est arrivé à un niveau très élevé où il faut rapidement le vider. Au risque de créer des problèmes, même à certaines personnes. Le monsieur, de par son arrivée à la tête même de la présidence, en présence des doyens, des anciens, ça crée déjà des grabuges là-bas. Mais en même temps, ce n'est pas dit que ce sont des doyens qui doivent prendre d'abord la présidence. C'est un monsieur que je respecte. Avant les jeunes. Je sais. Oui. C'est un monsieur que je respecte parce que c'est un publiciste de renom. Il est intelligent, sauf qu'il y a des choses qu'il faut faire dans le respect de l'art. Dans la culture africaine, quand vous venez dans un milieu qui a des anciens, des doyens, c'est vrai que vous êtes jeune. On ne le met pas à dos. Il a mis tout le monde à dos, il a recruté des jeunes en remplacement de ces gens-là. Ça, ce n'est pas le dossier qui concerne oui, bien sûr. Maintenant, revenons au dossier IOU. De quoi Kokoroko se mêle? Il peut se mêler en tant que président de l'université. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a un décanat qui circonscrit le problème à la médecine, à la faculté des sciences et de la pharmacie. Mais s'il a décidé de s'en mêler, il y a eu trop de mensonges dans sa démarche. Trop de mensonges. Parce que les mêmes personnes ne peuvent pas décliner le fait que, c'est pas, les mêmes personnes ne peuvent pas mettre leur nez comme quoi ils sont les tenants de l'arrivée des gendarmes ou des agents de la SRI et qu'au même moment manifester. Il y a un paradoxe. Et c'est le communiqué du président de l'université qui conclut tout. Qu'il y a des mains politiques derrière cette histoire-là. Et quand j'ai auditionné l'audio du professeur Iou sur Mijiawa et autres, oui. J'ai compris que cette affaire n'est pas anodine. Le problème aujourd'hui, c'est Kokoroko. Parce que si Kokoroko peut arriver à dire des choses et que le SRI s'exécute immédiatement, il y avait un problème. Non,
pas ce même problème. Il faut que les gens qui sont à l'université aient peur de ce monsieur. En tout cas, ce matin, déjà, au niveau de la faculté des sciences de la santé, il y a une réunion en cours depuis 10 heures entre donc les professeurs, le ministre même de l'enseignement supérieur, le président même de l'université. Ils sont toujours là-bas au niveau de la salle. Il faut le mettre à sa place, ce monsieur. Pour pouvoir régler ce problème. Beaucoup estiment que c'est ce qui devrait être fait en amont par rapport à cette affaire. Mais ce matin, nous avons interrogé le conseil du professeur Majesté Iou Ateba sur la nature des plaignants. On lui a demandé qui sont les plaignants. Est-ce que c'est la présidente de l'université? Écoutez sa réponse. Aujourd'hui, il est clair que c'est la présidente de l'université qui a saisi le SRI pour venir investiguer. Nous avons lu le communiqué laconique de la présidente de l'université disant que c'est avec l'accord du décanat de la faculté des sciences de la santé que le SRI a été saisi. Mais, excusez-moi, je crois quand même que lorsque nous avons essayé de faire le recoupement, c'est le président qui a souhaité saisir le SRI. Et le doyen de la faculté lui a dit, ok, puisque vous êtes juriste, nous vous faisons confiance pour faire la lumière sur ce cas. C'est le terme même du professeur Agbaré, doyen de la faculté des sciences de la santé. Il a dit, vous dites que vous allez saisir le SRI, nous vous faisons confiance pour le faire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas fuir sa responsabilité pour dire que c'est le décanat qui a donné, le décanat de la faculté des sciences de la santé, qui a donné son accord pour qu'on saisisse le SRI. En tout état de cause, le professeur de l'université de Lomé, le président de l'université de Lomé, le professeur Dodi Kokoroko, agit en toute responsabilité. Il était le chef à bord, c'est lui qui conduisait la procédure, fut-il disciplinaire. Donc aujourd'hui, nous avons appris aussi par médias interposés qu'il y a une réunion du conseil de discipline de la faculté des sciences de la santé avec la participation effective du ministre de l'enseignement supérieur et du président de l'université de Lomé. Nous disons en réalité que c'est par là que la procédure devait commencer. Maintenant, après avoir embassillé les étudiants, après avoir embassillé les enseignants de l'université et les mettre dans les conditions que nous avons tous dénoncées, c'est maintenant qu'il faut tenter de régulariser une procédure. Et je crois quand même que c'est dommage parce que c'était leur liberté. Voilà, c'est Maître Raphaël Kwande Adiaré qui était au téléphone avec nous ce matin, un taxi à Média Show. Fiakoulou. Oui, je peux dire que Maître... comment s'appelle lui là? Kwande Adiaré a donné sa version des faits. Et il est avocat. Il ne peut que parler en faveur de ses clients. Oui. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que l'erreur est humaine. S'il est bien clair que le professeur Kokoroko ait commis une erreur pour qu'on en arrive là, bon, ils sont en train de reprendre la situation en main à partir de cette réunion. Il y a quand même une interrogation. Est-ce que c'est un crime quand un étudiant a une meilleure note à l'école, par exemple? Est-ce que c'est un crime? Non, ce n'est pas un crime. Non, je vous ai dit que moi j'ai rencontré un professeur, deux professeurs d'université. Et il avait les copies devant lui, il corrigeait, il a donné, je ne veux pas donner le numéro de la copie, mais il me dit, mais moi je pose de toutes petites questions. Voilà, il y a des 18, des 16, des 14, mais celui-là, ce numéro-là, il a 3. Il ne comprend pas. 0,50, 0,50, 0,50. C'est 10 questions, il n'a trouvé que tel, il a 3. Qu'il ne comprend pas. Et même, les réponses ne sont pas complètes. En mauvais français. Et c'est pourquoi il a donné 0,50, 0,50, 6 fois. Vous voyez, ce qui veut dire que j'ai vu moi-même comment ça se passe. Ceux qui ont 18, c'est qu'ils l'ont mérité. Ceux qui ont 3, celui-là qui a 3, il a mérité aussi. Alors, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous fait croire, si vous avez eu meilleure note à l'université, vous n'êtes pas loin de dormir 2 jours, 3 jours au SRI. Non, il ne peut pas poser le problème comme ça. Eric, non, je crois que c'est un délit d'avoir une meilleure note. Oui, c'est-à-dire, non, je crois que vous avez très bien posé le problème. Oui, posé le problème parce que
dans cette affaire, moi j'ai rencontré des médecins dont beaucoup ont leurs enfants qui sont rentrés sur le campus à 17 ans. Oui. Qui sont rentrés sur le campus à 17 ans. C'est-à-dire que, et c'est des gens que moi j'ai connus dans leur parcours, ils sont excellents, compétents. C'est normal que quand tu es intelligent, tu mets au monde un enfant intelligent. Mais alors, c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Je dis c'est normal. Non, je dis c'est normal. Je ne dis pas que c'est toujours sûr. C'est normal. Bon, le professeur David Dosset, qui peut contester ses compétences? C'est un monsieur qui pouvait se choisir de vivre en Europe, gagner largement mieux. Mais il y en a beaucoup parmi eux, comme beaucoup de ses collègues, qui ne supportent pas de vivre hors de leur terre natale, et qui ont choisi de servir ici parce que beaucoup m'ont confié qu'ils tirent leur plaisir en faisant le social. En faisant le social. C'est aussi ça, la passion. Bon, maintenant, oui, justement, maintenant, l'enfant qu'on incrimine, mais c'est un petit qui a eu son bac à 16 ans, donc ça veut dire qu'il a obtenu un faux bac. On va nous dire que le petit syndic a obtenu... Non, il a obtenu un faux bac. Ou bien le bac aussi, il a triché pour l'obtenir. C'est ce qu'on va nous dire. La jeune dame, qui est presque de son âge également, elle a obtenu son bac sans mérite. Est-ce que c'est ce qu'on va nous dire? Est-ce que le faux bac existe au Togo? Bon, ça c'est un autre débat, mais je crois que au moins notre bac est le plus... Non, je crois que notre bac est assez sérieux. Mais est-ce qu'on nous prouve qu'ils ont obtenu le bac truqué? Et qu'on nous prouve que la première année, ils sont passés en première année avec des notes truquées. Mais vous voyez des surdoués qui sont arrivés là à 17 ans. Mais Eric, tu as dit que demain, ta fille, ou bien enfin la fille de quelqu'un d'entre nous ici qui a 17 ans, parce que tu es devenu activiste, quand on veut piocher les feuilles pour faire des investigations, on tombe sur la feuille là à dessin. Sur 500 élèves par étudiant. Sur 500 étudiants, on tombe sur la feuille là dessin et on trouve nécessaire de les mettre. Mais moi je dis, mais le problème, c'est à dire qu'il faut qu'on dans les bras de fer sociaux ou politiques, il faut savoir qui toucher. C'est-à-dire qu'on a touché à quelqu'un à qui on ne devait pas toucher. Il y a des intouchables dans non, il y a des intouchables. Non, la preuve. Pourquoi je dis intouchable? Parce que regardez, ça révèle tous les débats. Le Saint-Faute était presque dormant. Le Saint-Faute, entre-temps, quand on appelait l'âge du Saint-Faute, c'est quelques dizaines qui étaient sur la cour. Mais hier, quand on a parlé du professeur David. Où est David? Il était le coordonnateur de... Justement, non, c'est-à-dire que c'est eux qui étaient les âmes du Saint-Faute. Et en même temps du STT. Oui, et à plus forte raison, c'est un monsieur qui a fait preuve d'alternance. Oui. Quand il est arrivé sur son mandat, non, il a accepté, il dit non, qu'il y a des jeunes valeureux qui peuvent encore prendre le flambeau, et les jeunes n'ont plus le flambeau. Mais il a fallu qu'on appelle son nom pour que le Saint-Faute renaisse, pour que on brandissent encore, reviennent à la grève sèche, parce que ça fait longtemps, c'est du temps du professeur David qu'on faisait la grève sèche. Mais aujourd'hui, on a requinqué le Saint-Faute, et le Saint-Faute a repris sa lettre de noblesse, c'est-à-dire en décrétant une grève sèche, parce que l'anecdote, c'est que vous savez pourquoi. Il semble que quand le Saint-Faute fait souvent ses grèves, on ferme les hôpitaux, les autorités disent s'en foutent pas mal, parce qu'ils ne vont pas se faire soigner. Mais il a fallu que le Saint-Faute décrète en temps une grève où on a fermé les morgues, pour que, vous voyez le paradoxe, pour que les autorités commencent par réagir, non? Parce qu'il y a un qui est allé chercher son cadavre, enfin son cadavre d'un parent, on n'a pas pu le satisfaire, donc ils étaient dans tous les états. Donc quand on ferme la morgue, ça leur fait plus mal qu'on ferme les hôpitaux qui doivent soigner les citoyens. C'est ça le Togo. Sans blague. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça le paradoxe. Je voudrais ajouter Donc, il reste 30 secondes. Juste une information. 30 secondes. Actuellement, il semble des cordons de gendarmes auraient envahi le CHU. Oui, c'est ce qu'on a pris. Je ne sais pas si c'est vérifié. Parce que nous, on n'a pas encore vérifié. Des élèves dans la rue à Tchévier, un peu partout. À Dapan, à Nikonakwe, qu'on a déjà copié ce matin aussi. On l'a observé. Donc, c'est ça le Togo. Nous allons marquer une petite pause et nous allons nous retrouver après. On continue ce débat. Toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Retour en studio avec mes confrères Fioclou à Danglenou, Joël Lega, Ambroise Pondio et Acha Ibrahim pour la seconde partie de Taxi Presse. Acha Ibrahim, il y a une forme de coup de poing annoncé par Saint-Faute, STT. Et puis, le syndicat des enseignants, on voit depuis hier sur l'ensemble du territoire, des élèves encore un peu partout dans la rue. Ambroise l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est cela qui peut aussi expliquer le fait qu'il y a eu du recul dans ce dossier et que des gens ont été libérés?
Bon, mais je dirais seulement que la clé même du dénouement de cette affaire, c'est Kokoroko qui tenait la clé. Et il s'est exprimé hier à travers ce communiqué. Le communiqué a été clair. Diligence sera faite pour que les gens, pour qu'il y ait dénouement, en tout cas de la crise. Oui, il y a eu dénouement, donc les gens ont été libérés et autres là. Oui, ce qui a provoqué cela, et il faut être en tout cas honnête et objectif, il faut lire les choses, c'est qu'il y a eu une forte pression du Saint-Fort. Et la pression du Saint-Fort a eu raison de tout ce qui gravitait autour de ce dossier. Mais il faudrait quand même que nous revenions un peu sur le plan éthique pour dire que la fraude n'a jamais été une bonne chose. Nous avons fait l'université. Mon doyen disait tout de suite que c'est impossible de manipuler les Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à établir la fraude. Non, je ne parle pas du cas précis. D'accord, très bien. En tout cas, de ce qui s'est passé avec le SRI. Mais je veux dire qu'il y a toujours la fraude dans les écoles. Oui. Nous avons en souvenance ce qui s'est passé lors du baccalauréat au centre de Kouvaé. Oui. Nous avons en souvenance... Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrivés pour enquêter? Beaucoup de cas où, à l'université, il y a eu des manipulations des notes. Nous étions en 3e année. On avait une épreuve très fondamentale, coefficient 5. Nous avons composé là-dedans, et ce que je vous dis, c'est une matière littéraire, c'est de la dissertation. À la fin, on affiche nos notes, on a vu qu'il y avait une camarade qui avait eu 19. Entre nous étudiants dans l'amphi, on se connaissait. On se connaissait très bien. Mais la camarade a eu 19. Et nous tous, nous avons tiqué. C'est de la littérature. C'est de la littérature, mais 19 sur 20. Coefficient 5, vous voyez ce que ça a propulsé la camarade. Heureusement, tous nous sommes montés en 4e année. En 4e année, on était encore dans un programme, un cours avec le même professeur, mais sur une autre thématique. Et quelqu'un, vous savez, les étudiants sont taquins. Un étudiant a lancé que dans notre amphi, nous sommes des surdoués, nous sommes très bons et que nous pouvons même composer avec nos professeurs parce que nous pouvons avoir de bonnes notes. Le professeur a tiqué. Et en plein cours, il disait que d'ailleurs même votre note de 19, je ne pense pas avoir donné 19. Vous comprenez? Qui ne pense pas avoir donné 19. Avoir eu à donner 19 à un étudiant, que nous ne sommes pas aussi experts comme ça. Et tout le monde a compris, c'était vraiment... Il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation à un niveau donné. Alors, où est-ce qu'on manipule finalement les notes? On peut manipuler les notes au niveau du secrétariat, où on fait l'anonymat. C'est possible. Il peut avoir même des complicités. Ou on désanonyme. Là où on désanonyme. Voilà. Merci beaucoup. Parce que, vous savez, la fraude, elle est inhérente à la société. Les gens ont beaucoup de tours dans leur sac. Mais seulement, comme nous le disait notre professeur au lycée, il n'est pas interdit de tricher, mais il est interdit de se faire arrêter. Donc c'était le flagrant délit qui devait amener quand même à enclencher de grandes procédures et de grandes choses. Mais quand c'est des fraudes comme ça, bon, vraiment, il faut une expertise des gens qui s'y connaissent. Et le SRI, moi je l'affirme et je le dis ici, que c'est des gens qui sont formés pour la chose. Ils ont reçu une très bonne formation et ils savent comment investiguer. Mais seulement, avec de petits enfants, je me dis que les méthodes devaient être autres que ce qu'on a appliqué à ces enfants. Et je constate que ce fut vraiment des traumatismes et autres. Et surtout, pour conclure, dans le domaine de la santé, la fraude devient encore plus sécuritaire. Un enjeu sécuritaire, en ce sens que c'est des gens qui soignent les gens. C'est des gens qui s'occupent de la santé des gens. Si un médecin traîne des tares, cela va créer des conséquences vraiment désastreuses sur la population. C'est pourquoi c'est bien de lutter contre la fraude, mais c'est bien aussi de savoir comment lutter contre cette fraude pour ne pas créer d'autres situations. Ambroise, bonjour. Alors, c'est que vous avez des enfants. Je ne veux pas vous dire de dire à vos enfants de savoir avoir des notes à l'examen. Mais en même temps, le Saint-Fort a-t-il joué franchement un rôle où au niveau de SRI, on a bouclé les choses, on s'est rendu compte que bon, il n'y a rien de grave, il faut libérer simplement ceux qui sont soupçonnés? Absolument. Je crois que le Saint-Fort a usé de moyens de pression pour obliger les tenants de la plainte qui ont été déposés au niveau du SRI à retirer la plainte et à ce que les gens soient libérés. Parce que cette histoire-là sent trop mauvais, sent politique. Et l'odeur même est arrivée certainement à un sommet où il faut rapidement
taper du poing sur la planche et agir sur le tenant de la plainte. Même si certains se désengagent de cette plainte, essaient de le remettre sur le décanat, et que le décanat aussi s'en lave les mains, finalement, tout tourne autour de Kokoroko. Tout tourne autour de ce monsieur qui en a déjà démontré long depuis qu'il est arrivé à l'université. Et j'ai comme l'impression que il a trouvé la mauvaise cible. C'est-à-dire que on ne touche pas certaines sensibilités, certaines personnes. Tel que Joël le disait à l'instant, on parle de Iou Majesté. Iou Majesté n'a pas aussi sa langue dans le bois, sauf que beaucoup ne le connaissent pas dans ce sens. Oui. La preuve, l'audio qui a circulé a démontré long que des réunions se font avec le ministre de l'Université. Il n'est pas le seul à le dire. Moi, j'ai eu à rencontrer même des gens qui sont même dans l'entourage du chef de l'État. C'est-à-dire que des gens replacés qui redoutent ou bien qui doutent de l'honnêteté de la compétence même du ministre de la Santé actuel. Et il a dit que c'est l'un des plus minables ministres que le ministère de la Santé. Ça, c'est son avis. Et ça, cet avis a été contesté par, je pense, un autre médecin aussi qui avait écrit. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas dans les CHU, qui sont sous la gouverne du ministre de la Santé. Moi, je le connais pas trop. Même quand il avait été nommé, je me dis que c'est un professeur qui a été nommé, ça ferait du bien peut-être au corps des médecins ou le corps médical. Sauf que si le corps médical lui-même s'érige en faux contre l'agissement de la personne par rapport à certains matériels achetés à l'université, on parle du scanner, il y a des choses qui se sont dites. Je me dis que il va falloir peut-être écouter ceux qui sont des praticiens et qui connaissent mieux le professeur que nous qui sommes vraiment, effectivement censés aussi connaître le monsieur en tant qu'investigateur. Mais ceux qui sont proches de lui le connaissent mieux. Comment il gère les hôpitaux? Cette histoire que le monsieur a amenée, histoire de comment vous l'appelez, de sous-traitance là, dont on appelle contractualisation. Ça aussi, les praticiens l'ont dénoncé. On lui reproche, au lieu de penser à garnir les hôpitaux de matériel adéquat devant soigner les patients qui arrivent souvent dans les hôpitaux, les messieurs courent derrière d'autres choses. Donc aujourd'hui, je crois que le dénouement est arrivé au niveau des élèves là, dont l'impact sera certainement éternel ou ne finira pas aujourd'hui par rapport à ces élèves surtout. Et je ne pense pas qu'ils aient fragilisé le professeur David Dossé, qui est le porte-parole, le premier porte-parole du Togo Citoyen Debout. Oui. Parce que quand vous lisez, la senteur politique a gagné le dossier. En ce sens que... Ça, c'est vous qui sentez ça. J'étais à la conférence de presse le dimanche après-midi. Et tout ce que les gens ont eu à ressasser, à dire dans la salle, même l'absence du professeur Dossé, on peut le dire, qu'il a pu y avoir une certaine fragilité morale par rapport à son enfant qui a été embrigadé quelque part. Mais au demeurant, je crois qu'il a eu déjà à réagir. Ces gens de lutte, les gens ne le laissent pas comme ça, au profit des dictateurs ou au profit des potentats. La lutte, il la continue jusqu'à ce que ce qu'il réclame, il est. Mais le terrain universitaire choisi, je crois que c'est un terrain mal choisi. Parfait. Et qui risque même de faire déchoir le premier détenteur de l'autorité à l'université de son poste. Bon, ça m'étonnerait. Il a été. Oui, parce qu'il est ami du chef de l'État. Ça, on le sait. On est ami de Fona Singbe. Alors, si on peut beau être ami du chef de l'État, mais quand on fait mal, il y a d'autres compétences à l'université. Bien. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont des amis de Fona Singbe, mais ils ont été débarqués. J'ai confiance en Fona Singbe. Tout à fait. Pour qu'il le fasse. Sur ce coup. Oui, j'ai foi en Fona Singbe parce qu'il surprend des fois aussi. Et il peut surprendre Kokoroko. Ah, d'accord, très bien. Oui, moi, j'ai une réserve à porter au niveau du comportement du Semfort, le personnel soignant. Moi, je pense qu'il y a deux grèves que nous vivons d'habitude au Togo, celle des enseignants et celle du personnel du Semfort. Quand ils ont dit hier qu'il y aura fermeture des centres... ils ont dit qu'ils n'ont pas la compétence de fermer les hôpitaux, mais ils demandent à leurs syndiqués de sécher. Voilà.
Bon, donc peut-être automatiquement, ça veut dire on ferme. On ferme. S'ils ne sont pas là, on ferme. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ils sont des employés de l'État. Et ils doivent nécessairement respecter leur serment pour instaurer, quel que soit l'alpha, le service minimum pour la santé. Parce que ils ont prêté serment pour sauver des vies humaines, la vie de la population. Ils ne peuvent en aucun cas se servir de quelques prétextes pour empêcher... Est-ce que moralement, c'est pas soutenable la position? Moralement, par rapport à la situation qu'ils évoquent. Ils soutiennent... Il n'y a pas de matériel pour travailler. Il n'y a pas de matériel. Quand ils sont à l'hôpital, ils sauvent les vies avec quoi? S'il n'y a pas de matériel. Ils n'ont pas de matériel pour travailler, mais ils n'ont jamais renoncé à leur salaire. Il n'y a pas de matériel pour travailler, mais ils reçoivent le salaire. Ça, c'est un droit. Oui, c'est un droit. Ils disent qu'ils n'ont pas de matériel pour travailler. Ils vont au boulot, il n'y a pas de matériel pour travailler. Mais ils ne travaillent pas, mais à la fin du mois, il est payé. Non, je suis pas d'accord avec ça. Attendez. Je voudrais rappeler à Fioclou les termes du contrat du travail. Le contrat du travail, je mets ma compétence à ta disposition. Je réponds présent, tu me donnes les moyens de faire le travail que tu me demandes. Mais tu ne me donnes pas les moyens. Mais ça ne te prive pas de me... Ça ne t'autorise pas de me priver de mon salaire. Tu es présent. Aucunement. Et je voudrais la présence seule suffit. Il y a un cas que moi je veux justement. Est-ce que je suis là, oui ou non? Tu vas pas donner les moyens de faire mon travail. Mais je vais faire comment? Depuis quelques jours, le confrère, je pense que Elomati Sobo l'a évoqué ici hier. Il s'agit du professeur Hachi Ouala, qui est traumatologue. Il est promu professeur. Et le ministre de la Santé a pris une note pour l'affecter du CHU Sylvanus Olympio pour CHU Campus où le service traumato n'existe pas. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, lui-même, il a parlé, je l'ai suivi. et vous savez, c'est ce que je disais, que quand vous revendiquez ce qui est de votre droit, on vous taxe d'acquaintance politique. C'était dont on aurait voulu accuser les professeurs, les éminents, les jeunes professeurs là qu'on a chez nous. Et je dis que c'est une erreur du ministre en procédant ainsi. Parce que si le monsieur est spécialisé dans un domaine précis, et que les patients en ont besoin dans un centre précis, et qu'on l'enlève, on l'affecte à un autre sens, c'est pour le punir. Lui, on le punit, mais on punit plus le patient qui va arriver, et dont il va manquer le professeur là qui devait le soigner. Ça, c'est un. Les médecins, on dit qu'il y a au moins 2 services qui seront sauvegardés, qui seront maintenus. 3. Les hémodialyses, oui. Les services de réanimation, oui. Et puis transfusion sanguine. Malgré qu'on ait eu à arrêter, parce qu'ils pensent que si demain c'est mon cas, quand vous êtes dans un syndicat, comment réagit-on? C'est la solidarité. C'est la solidarité. Donc, on n'a pas besoin d'amener... moralement, c'est soutenant pour vous. C'est inconditionnel même. C'est inconditionnel. Merci beaucoup. Le problème, Eric, il y a un petit problème, c'est que dans chaque situation, il faut voir la cause et les effets. Oui, voilà. Ici, nous sommes en train de parler des effets. De ce qui s'est réellement passé, ce qui a entraîné ceci. Donc il fallait éviter la cause. C'est tout. Monsieur, merci beaucoup. Un autre sujet à évoquer ce matin, c'est l'affaire foncière. On a parlé la dernière fois ici. Le gouvernement togolais a pris quand même des décisions. La dernière fois, l'avant-projet de loi a été voté en Conseil des ministres. Et il y a le confrère, je pense... l'Indépendant Express. L'Indépendant Express qui a quand même publié ce matin des larges extraits de ce document. C'est quand même assez intéressant. J'ai choisi quelques morceaux où dans le document, au niveau de titre 9 de la preuve du contentieux foncier, avec le sous-titre 1 de la preuve des droits fonciers. Ambroise, vous en avez parlé l'autre fois ici, tout à fait. Où il est dit dans la loi que lorsque 2 titres fonciers sont régulièrement délivrés sur un même immeuble, le juge fait foi au titre le plus ancien. Il a aussi dit quelque part l'article 667, l'État prend et met en œuvre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir et de réduire efficacement les conflits fonciers en milieu rural. Dans le cadre de la prévention des conflits fonciers ruraux, l'État élabore et met en œuvre, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, les mesures appropriées d'aménagement et de gestion rationnelle de l'espace rural. Et puis l'État et les collectivités territoriales prennent toutes mesures appropriées pour assurer l'implication des autorités coutumières et traditionnelles, de la société civile
et des personnes ressources dans la prévention des conflits fonciers ruraux. Alors, il se trouve que les chefs, les mêmes chefs qui sont à la base impliqués. Il y a un cas ce matin, le confrère Credo Tété l'évoquait dans le Médium, à Zanguera Zopomae. Est-ce que ce n'est pas un problème tout ça finalement? J'ai eu à applaudir ce code parce que je ne l'ai pas totalement parcouru. Oui, vous avez dit quelques grandes lignes, puisque j'ai l'avant-projet. Et il y a aussi certainement certaines petites erreurs. C'est que ce que tu viens de lire par rapport aux deux titres dont l'ancien serait pris en primauté. Oui. Ce qui est normal, non? Non, oui, ce qui est normal. Ce qui est normal. J'aurais aimé qu'il le renvoie au reçu de vente. Tout à fait. Parce que quand on parle de titre, j'ai eu un dossier que je suis en train d'enquêter, sur lequel je suis en train d'investiguer. Ah, vous avez été instruit par la SRI? Non, moi je ne me mets pas de ça. L'enquête journalistique. Ah, d'accord. L'investigation journalistique. Oui. D'accord. Ça veut dire que, puisque quand les gens sont en conflit avec des gens, parce qu'ils n'ont pas. Ils ne savent à quel sens se vouer. Oui, ils n'ont plus confiance à la justice. Se confient aux journalistes. Voilà. Qui ne peuvent pas trancher malheureusement à leur profit. Pour juste alerter l'opinion. Oui, voilà. Que je suis victime d'une injustice. Donc c'est le reçu de vote qui doit faire foi ou c'est le titre le plus ancien. Parce qu'il y a des cas où le gars est influent dans son parti. Il fait tout pour avoir un titre foncier. Non, a des moyens, disons. Puisque c'est une question de moyens. C'est aussi ça. Il fait tout dans de courts temps. Oui. Et vous avez même la confirmation que, effectivement, ce monsieur, quand il achète le terrain, dans moins d'une semaine, il a son titre foncier. Et il fait tout pour que ce soit le plus ancien. Non, pas forcément. Ce qui veut dire que lui, avec qui il a des facilités de le faire établir. Celui avec qui il a affaire, il est peut-être au 3 tampons. Ouais. Il est au stade de 3 tampons. Ouais. Ou bien au certificat administratif seulement. Si lui, c'est eux qui ont les moyens aujourd'hui, c'est eux qui sont puissants. Ils courent pour avoir le titre foncier alors que nous ne l'avons pas eu. Donc c'est son titre ancien qui va primer. Oui. C'est là où il y a l'erreur dans ce code. C'est ça. Parce que je le dis, je m'y connais un peu en matière foncière. C'est le reçu de vente qui doit faire foi. Les gens peuvent même le lorgner au feu. On vous dira que... Avec du sable. Non, pas du sable. On prend le reçu de vente ou le titre foncier, on le met dans le sel, dans l'eau salée plusieurs fois. On prend le fer. Non, ne l'apprenez pas aux gens. Voilà, je ne voudrais pas apprendre aux gens. C'est la fraude. Et ça devient rouge comme le papier là. Et là, heureusement qu'il y a un spécialiste qui, on l'a appelé comment, qui étudie le papier, qui détecte. C'est cher. Pour voir. Parce qu'il a 4 doctorats. C'est le seul en Afrique de l'Ouest. Il est togolais. Ah oui? Oui. Ils sont forts les Togolais. Oui. Il est terrible. C'est un vieux comme ça, mais il est terrible. Il est inscrit au barreau de Sénégal. Et docteur en psychologie, docteur en histoire, docteur, il a 4 doctorats. Et lui, il prend ça, il sait que c'est du faux. Il est commis à ces barreaux-là, au barreau. Donc c'est pour dire que l'erreur de ce document, c'est de faire foi au titre le plus ancien au lieu de faire foi au reçu de vente. Parce qu'il faut que le ministre de l'urbanisme et les tenants de ce document puissent revenir sur ça. Je sais que le gouvernement le gouvernement a déjà voté ça en Conseil des ministres. Le projet va être renvoyé au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il faut que les associations ou autres fassent le lobby auprès des députés. Des députés pour que cela soit modifié. Parce qu'il y a de bonnes choses dans ce code. Rendons la parole à Firlou, Joël. S'il vous plaît. Moi, je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'il peut arriver dans un état normal qu'on ait 2 titres sur une seule propriété. C'est déjà le problème. Parce que avant d'établir le titre, il y a des préalables. On vérifie le reçu de vente, on voit la confirmation de vente, etc. Mais est-ce que... Mais quand on détecte en même temps qu'il y a déjà quelqu'un qui est déjà propriétaire. Effectivement, ça veut dire que c'est dangereux ce qu'on a mis là dans le code. C'est dangereux, je ne voudrais pas utiliser des termes encore enfin plus dangereux que dangereux. Parce que si une autorité fait ce texte-là, c'est dangereux. C'est dangereux qu'elle a venu en train de... Ça veut dire que plusieurs personnes peuvent avoir un titre foncier sur le même terrain. Justement. L'autorité signe. Justement. Et après, l'autorité va voir qui est le plus ancien. Plus loin, il est dit que le titre n'est pas attaquable. Voilà. C'est-à-dire que, normalement, si éventuellement, avant qu'on ait un second titre sur un même dossier, ça veut dire que le premier titre, on a enluné. En principe. Ça veut dire que le premier titre a été attaqué
et qu'on l'a annulé. Avant même que le second ne soit... Voilà, avant même que le second, ça veut dire que le second vient en lieu et place de l'autre. Et il doit le retracer comme tel. C'est-à-dire qu'après contestation, etc., verdict du tribunal, etc., on a établi maintenant un nouveau titre. Mais comment est-ce qu'on peut dire que s'il y a 2 titres, ça veut dire qu'on peut avoir N titres sur une seule propriété? Mais ça, en fait, c'est une balise que les barons qui sont derrière tout ce qui a comme problème foncier, tout ce qui a comme problème de chefferie, c'est une balise qu'ils ont créée. Vous allez voir surtout que maintenant les procédures sont informatisées, les transferts de propriété est accéléré, mais vous allez voir, les gens vont obtenir des titres rapidement, et pendant qu'ils savent très bien que bon, le contribuable, le Togolais lambda, il n'a pas les moyens. Et quand mon frère parle de reçu de vente, moi je dis, il faut simplement parler du premier acquéreur. Voilà. Oui. Il faut simplement parler du premier acquéreur. Parce que quand on remonte l'histoire, on saura forcément celui qui s'est présenté premièrement derrière la collectivité pour acquérir le terrain. On parle du premier acquéreur. De collectivité, ça aussi c'est notre problème. Voilà. Ces fameux mandataires. C'est eux les problèmes. Fiocolo, est-ce que ce n'est pas le vrai problème? Parce que ce matin, quand j'écoutais le confrère Credo Tété, il a insisté sur un mandataire qui semble être tout puissant. Oui. Et il défie et la justice et le chef de l'État. Est-ce que l'autre problème, ce n'est pas ces fameux mandataires-là, des collectivités? Oui, nous savons qu'au Togo, la terre appartient aux collectivités et chaque collectivité a un mandataire ou des mandataires adjoints. Et pour chaque vente, ils ont l'obligation d'apposer leur signature, y compris le chef quartier ou bien le chef canton. Maintenant, quand tu fait les formalités, arriver au niveau de la préfecture et autres pour avoir un titre. Quand on fait le certificat administratif et tu engages les 3 tampons, avant d'arriver au titre foncier, il y a le service de l'urbanisme qui va faire le bornage et autres. Et on passe à la justice où on sort un communiqué pour les contestations, pour les mitoyens qui donnent leur point de vue et qui reconnaissent que le terrain c'est à toi. Et c'est en ce moment-là qu'on engage le processus. Mais quand il n'y a pas litige, on délivre le titre foncier. Et c'est après ce processus, et c'est pourquoi on dit que le titre foncier est inattaquable. Parce que c'est une propriété. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe au Togo, il y a environ 20 ans et plus, ce sont les nantis qui arrivent à établir le titre foncier. Voilà. Ce qui fait que même quand tu as ton terrain et que tu envoies pour les 3e tampons, lui court déjà pour aller faire le titre foncier. Et quand tu dis que c'est un terrain, il brandit le titre foncier. Le juge dit quoi? Le juge, le titre de propriété, c'est le titre foncier. Donc, le terrain est à lui, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est un avant-projet de loi. Il faut que les associations des géomètres et autres là aillent à l'Assemblée générale pour lutter, pour dire que ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'ils aient les documents, qu'ils étudient, qu'ils passent au peigne fin et qu'ils remontent pour qu'on puisse faire des modifications. Parce que le titre, le terrain appartient au premier acquéreur, auprès des collectivités. Et au cours de l'exercice du mandat et des mandataires, qu'est-ce qui se passe? On dit tel vend le terrain, il ne reçoit pas, les autres ne reçoivent pas l'argent. Oui. Donc on le démet. Or, le titre de mandataire est fait par un notaire. Et les autres membres de la collectivité doivent apposer leur signature. Et tel est le cas. J'ai donné un exemple ici la dernière fois. Oui. C'est que ce jeune-là qui avait 3 ans, aujourd'hui, il a renvoyé le mandataire en exercice. Et au moment où il a arrêté le mandataire, il n'avait même pas de mandat avant de faire ça avec la complicité des services de la place. Si ce n'est pas que la structure là avait eu écho du problème, le monsieur serait enfermé inutilement. Je voudrais juste ajouter. Je donne la parole à Acha, je voudrais juste ajouter que un autre ce que Fiocolo dit qui est fondamental et que j'avais déjà dit, c'est que quand le code quitte le gouvernement, l'atelier de validation, ça rentre maintenant dans la main du gouvernement. C'est comme le code des personnes de la famille. Oui, bien sûr. Ce code-là avait enlevé la polygamie. Selon nos informations, la polygamie avait été enlevée. Et le gouvernement dit non, vous ne pouvez pas enlever la polygamie. Non, il y a eu des pressions. Ça fait partie de notre coutume et de notre tradition. Oui, il y a des lobbies. Et c'est intégré. Ça, c'est comment dire, c'est un devoir régalien du gouvernement de s'opposer et de faire ce qu'il veut. C'est de la même manière, ce code, lorsqu'il est passé par la théorie de validation, totalement validé, remis au gouvernement, il peut y avoir des demandes de toucher des choses à la souveraineté du gouvernement du Togo. Parce que ce sont dossiers. Oui, bien sûr. Et demander au ministre de voir ce qui est à toucher. Si c'est dans l'intérêt du ministre, par exemple, ou de ses clans,
qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il touche. Il touche. Maintenant, l'Assemblée nationale, où le peuple semble... C'est là où les députés, quel que soit le bord, parce que c'est un intérêt Donc général. il faut du lobbying. Il faut du lobbying. Il faut que le président... J'ai foi pour ce cas-là à l'absurdité des députés. Parce que demain même, ils peuvent en partir. Et même leurs parents. Leurs parents. Je disais la dernière fois sur une radio que tous ceux-là, certains indélicats, y compris les officiers supérieurs, j'en ai écrit sur certains, qui prennent le terrain des gens, sur la rue de Michitomé, tout ça là, ils auront 70 ans après, ils ne seront plus colonels, ils ne seront plus général. Et c'est demain, quand ils ne seront plus là, que les propriétaires viendront prendre le truc, quel que soit le titre foncier. Même 40 ans, 60 ans après. Je vous dis, même 100 ans, les gens viendront prendre. Si tu fais quelque chose qui n'est pas réglementaire, qui ne respecte pas la justice, demain tu seras débouté. Même, ça c'est la nature. Je vais revenir un peu. D'accord, oui, allez-y, juste oui, même quand on avait réquisitionné l'Omedo ici, on avait donné aux gens des terrains à Gbalepédo et autres là. Et des gens qui n'avaient pas de terrain ici ont eu des terrains. Et ceux-là qui ont été expropriés n'en ont pas eu. Oui. Et le problème est là. Et le problème demeure jusqu'à ce jour. Massouin, les problèmes demeurent jusqu'à ce jour. On doit chercher les responsables, ceux qui ont fait ça. Oui, et il faut reconnaître. Les communes de l'État qui ont fait ça. Les communes de l'État. Ce problème n'est pas prescriptible. Et il y a des non, c'est pas prescriptible. Même 100 ans, 1000 ans, non, tant qu'il y a des générations, l'histoire se transmet. De génération en génération. Le cadastre est rempli de butosards. Je dis. Là, ce sont des accusations que vous portez. Il n'y a pas d'accusation gratuite. Je dis qu'au service de cadastre, c'est là où tout se joue. Les gens vendent les réserves. J'ai un dossier actuellement. On a vendu. Publiez-le et puis on va revenir là-dessus. Oui, mais il faudrait qu'on envoie même la lueur d'abord. Ah, d'accord. Parce que ce qui se passe, c'est au niveau du service de cadastre. Il faut enlever tout le monde là-bas. Non, on n'enlève pas comme ça. Non, on ne gère pas la République comme ça. Même le directeur général. Ça dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous étaler ici à l'antenne. Bien. Je vous dis que les réserves sont vendues par qui? Qui connaissent qui a réserve ici? Acha Ibrahim. Non, vraiment. Le problème foncier, vraiment, c'est vraiment. Nous avons dit que c'était une poudrière et nous sommes vraiment heureux d'apprendre que le gouvernement ait pu faire diligence. C'est pas la diligence de l'université, a pu faire diligence pour que vraiment le code foncier puisse être vraiment rapidement accessible et que prochainement, au niveau du gouvernement, c'est déjà pris en projet de loi. Ils vont envoyer ça au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce que je souhaite, c'est que les députés au niveau de l'Assemblée nationale, surtout la commission des lois, essaient quand même de jeter un regard attentif sur ce dossier. Les failles, parce que vous savez que quand on dit... Tel qu'on a commencé, on alerte. Il y a déjà, on alerte les députés, les associations de la société civile qui s'occupent de cette thématique. Il y a des coquilles du foncier, vraiment, dans le code. D'essayer d'approcher des députés, d'attirer leur attention sur certaines failles là-bas. Parce que le problème, c'est que quand on dit d'élaborer un code, un document, le plus souvent nous faisons la photocopie collée de certains tests ailleurs. Bon, il y a une paresse qui s'y glisse, on ne fait pas un effort pour adapter ça vraiment à nos réalités. Donc il faudrait que les députés, parce qu'ils ont été votés par les gens, le peuple, la communauté, donc ils ont cette obligation de défendre les intérêts de la communauté, donc de voir clairement ce qui ne va pas au niveau de ce code et faire des propositions assez pragmatiques, assez pratiques pour que lorsque ce code entrera en vigueur, qu'on puisse vraiment résoudre le problème du foncier et éviter vraiment... sur la politique avant de rendre l'antenne, c'est ce qui s'est passé au Kenya qui a ameuté l'opinion internationale. Vous savez que Uhuru Kenyatta et son opposant Ola Odinga, ils se sont mis d'accord pour la paix et la réconciliation. Ça a été quand même une image assez considérable véhiculée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Sauf qu'au Togo, on a déjà vécu ça. Faure Gnassingbé, entre-temps, a voulu faire de la paix, la réconciliation au Togo, et s'est attaché Gilles Christ Olympio. Sauf que là, ça n'a pas marché. Alors, quand on dit de s'en inspirer aujourd'hui, nous n'avons pas déjà appliqué ça, Joël? Non, moi je crois que la réconciliation ne vaut que le prix de la sincérité qu'on y met. La réconciliation ne vaut que le prix de la sincérité qu'on y met. Parce que on a plus servi de folklore
surtout au Togo, on a plus servi de folklore que de faire une réconciliation profonde. Parce que la réconciliation, c'est quoi? La réconciliation, c'est les éléments. C'est comme par exemple, nous voyons quand on s'approche des élections, tout le monde on prend des financements pour parler, pour amener la paix à la paix. Oui. Mais la paix, c'est quoi? Ça m'énerve. La paix, c'est quoi? Ça dit qu'il ne suffit pas de dire paix. C'est Oufoué qui disait que la paix, c'est un comportement. Oui, c'est pas un mot. Il y a des éléments qui constituent la paix. Tu ne peux pas au même moment, pendant que tu me brimes, tu violes mes droits, ben tu me snobs matin, midi, soir, et au même moment tu vas sur la radio, tu organises des concerts pour m'inviter à la paix. Mais qu'est-ce que tu me donnes pour que je t'offre la paix? Tu me donnes, tu mets en péril chaque fois la paix, comme nous l'avons écrit. Ça veut dire que dans certaines obédiences au Togo ici, on crie paix, mais on a constamment la violence dans l'esprit. A voulu la réconciliation quand l'opposant historique a été approché. Oui, pourquoi on enterre la hache de guerre? Je dis les réconciliations n'ont de prix que n'ont de valeur que la sincérité, le prix de la sincérité qu'on y met. Ça dépend de la ça dépend de la démarche, de l'approche, de l'inclusivité. C'est-à-dire que quand je parle de l'inclusivité, c'est tout un ensemble, c'est pas tant des hommes, des antécédents et des intérêts, etc. Merci, Joël Ega. Oui. Non, il faut dire que c'est pas un homme. C'est pas un homme qui fait l'opposition. C'est le leader, ou bien les leaders et la masse militante. La base militante, c'est ça qui fait l'opposition. Si vous voulez aller à un processus de réconciliation, il faudrait avoir... Non, c'est pas un seul homme. Il faut avoir l'adhésion de toute la masse militante. Et là, cette paix ou bien cette réconciliation sera sincère. Parce que quand vous prenez un homme, et surtout pour le cas de cette opposition kenyane, c'est que le monsieur a perdu beaucoup de plumes. Il sait qu'il est vraiment... Quoi qu'on dise, il n'a plus rien. Bon, il va donc faire ça va échouer semblant. Forcément au Kenya. Bon, peut-être que ça peut faire seulement effet médiatique, mais dans la réalité des faits, je ne vois pas ce que ça peut changer. Comme au Togo. Mais oui, ça fait au Togo, ça fait partout ailleurs. On a vu tous ceux aussi opposants et responsables du pouvoir prendre des photos, brandir des mains et dire que c'est la paix. Mais après tout, au Mali, on en a vu avec les, comment les appelle-t-on là, les chefs putschistes, les chefs terroristes et l'autre là. En Algérie, ils ont pris des photos, ils ont souri, mais quelques jours après, les armes ont continué par la sincérité des acteurs. C'est la sincérité des acteurs. Oui, je peux dire que Odinga est presque à l'âge de la retraite, il n'est plus présidentiable. Et en dehors de ça, avant de faire ça avec le président Kenyatta, il n'a pas consulté sa base militante et les autres de la coalition. Et il ne faut pas oublier non plus que le Kenya sert de base aux Américains dans la région pour combattre en Somalie et dans d'autres localités, ce qui veut dire que les Américains ont fait un peu pression pour que nous ayons cette image-là. Oui, vous savez, la popularité de Odinga est révélatrice d'une division profonde du pays en deux. Quand vous voyez la prestation de serment de Odinga au stade, vous croyez que c'est le président. Il a même mobilisé plus de gens que le chef de l'État. Moi, je vais prendre en sincérité et au mot ce qui s'est produit la dernière fois. Oui. D'abord, c'est Rex Tillerson. La médiation se faisait... Pas les Américains. Oui, si ces Américains ont joué et ce n'est pas trop coïncident si vous voyez Tillerson et qu'après vous voyez les images des deux chefs, des deux leaders. Et Kenyatta aussi a su qu'à un moment donné, il faut transcender la division pour aller réellement dans un pays de paix. Mais le tout, c'est comment ça se négocie. Oui, la négociation, je ne vous dis pas que des choses peuvent déjà se négocier, même si certains opposants alliés ne sont pas d'accord. Qui sait si on négocie par exemple, vous faites 5 ans, vous partez, je viens aussi. Oui. Non, le problème, je ne suis pas sûr que c'est le retard que ça prend. Ils auraient pu faire ça avant. Oui, je sais. Éviter des pertes en vies humaines. Il faut voir ce qui s'est passé. On dit là, mis la barre, en prestant serment, ce n'est pas du chocolat. Et en prestant serment, devant une foule que j'ai vue. Il a provoqué. Oui. Il a provoqué pour dire que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Soit on négocie, vous faites 5 ans, vous partez, je reviens. Ou soit on est dans la guerre. Et ça va chauffer pour tout le monde. Et là, c'est pas une lutte pour le pays. Non, nous sommes plus présidentiable compte tenu de son âge. Il n'est plus présidentiable. Écoutez, son parti est là, il y a d'autres lieutenants derrière. Mais sauf que son cas, la peur, c'est que son cas ne vienne pas ressembler à celui de Jésus Olipio. Merci beaucoup à Ambroise Kondjo de Guadiane. Fiakoulou Adanglenou, l'enquêteur, Acha Ibrahim, temps nouveau.
Et Joël, les gars, fraternité. Demain dans les kiosques? Bien sûr. Bien. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À demain. Taxi FM, la seule radio d'information continue.